Eh bien, bonjour à tous, professionnels de la communication, enseignants-chercheurs, étudiants en communication, bienvenue sur le site Saint-Charles pour cette 16e édition de la journée Orco qui sera sur le thème de l'image. Tout l'ensemble de la promotion du Master 2 en communication en Infocom est très fier de vous accueillir aujourd'hui pour ce projet que nous portons à bout de bras depuis 9 mois. C'était un beau bébé qu'il fallait vraiment sortir là aujourd'hui. Il ne fallait pas plus. Et donc on est vraiment fiers que vous soyez tous là pour qu'on puisse vous montrer finalement tout notre travail. Je m'appelle Benjamin Emerick, je suis aujourd'hui le maître de cérémonie de cette petite journée. C'est moi qui vais essayer de faire comme ça le lien entre toutes les petites activités qu'on vous a prévues tout au long de la journée. Et je suis très fier d'animer cette belle journée Orco parce que le thème, l'image au-delà du visuel, enjeu de l'identité en communication, c'est vraiment un sujet qui me touche tout particulièrement parce que je mène une double vie. Non, je vais peut-être pas dû mettre ces deux phrases. En fait, c'est que la semaine, je suis avec mes camarades, on fait les cours, les CM et tout ça. Et puis le week-end, ou même des fois la semaine, je me retrouve à une table de restaurant ou sur scène pour faire un spectacle en tant que magicien. Alors du coup, j'ai une relation avec l'image qui est assez originale parce que je travaille constamment entre le réel, l'illusion. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce qui vous prouve que tout ce qu'on vit actuellement, c'est bien réel? Ça se trouve, c'est que le fruit de votre imagination. Peut-être c'est vos yeux comme ça, ils vous jouent des tours. D'accord, j'en ai perdu déjà quelques-uns. Alors du coup, j'ai prévu un petit truc. On m'a donné un jeu de cartes Harry Potter. Bon, c'est cliché, ok. On peut faire un peu. J'ai un petit livre. On a fait un livre Orco. Cette année, on a mis moyen. Et en fait, à l'intérieur, j'ai une image. Parce qu'il fallait qu'on ait une image. D'un Rubik's Cube. Alors, on ne sait pas si c'est de la réalité ou de l'illusion, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une image. Moi, je vais essayer. Bon. Il faut que je couine. Yes, là, ouais, Et du coup, ça devient un peu troublant parce qu'on se rend bien compte que c'est pas la même épaisseur du cahier que du Rubik's Cube. Du coup, c'est réalité ou illusion? Vous avez 4 heures. Pas le journée pour faire ça, ok? Maintenant, on va se projeter tout doucement sur l'image, l'objet finalement du Rubik's Cube. Là, par exemple, est-ce qu'il est complètement résolu ou est-ce qu'il est mélangé? Non, il est mélangé. Il est mélangé, on est d'accord. Il est mélangé. Pareil, qu'est-ce qui vous prouve que c'est pas juste une illusion? Que finalement, il est résolu. Éventuellement, il y a des daltoniens qui pourraient avoir un doute, mais là, on ne peut pas. Oh, il faut juste faire comme ça. Là, il est résolu. On a l'illusion qu'il est résolu. C'est cool. Enfin, vous l'avez compris, tout au long de cette journée, on va essayer de voir toutes les images que peut avoir l'image. Okay. Tout au long de beaucoup d'activités, on a prévu un compte-rendu d'enquête qui va être très bien de toute notre promotion. On a fait une table ronde, une conférence, des ateliers. On a même fait une petite exposition avec 3 artistes. 3 artistes que nous avons. On a fait un appel à projet et il nous paraissait essentiel d'avoir évidemment des artistes pour parler de l'image et nous montrer finalement comment eux perçoivent l'image à travers leurs œuvres. Donc ça sera en salle 8 juste à côté, je vous invite à y aller, c'est très sympa. Ensuite on a aussi un mur d'expression. Alors si vous avez envie de vous exprimer, parce que c'est le moment, c'est la journée, allez-y, faites des dessins, mettez des mots. Il y a un atelier qui est juste ici, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment sympa et ça va vous permettre aussi de s'exprimer tout au long de cette journée sur l'image. Que dire de plus? Comment? Il y a Wisnap. On a Wisnap dehors. Yeah. Alors là, on ne pouvait pas faire mieux sur le thème de l'image, là c'est très dynamique, alors n'hésitez pas à faire des petites photos, on fait des trucs comme ça, c'est vraiment sympa, hop, on peut vous l'envoyer chez vous, vous la gardez, c'est très sympa. Pour terminer, on aura aussi plein de moments, des petites pauses, on aura beaucoup de moments tous ensemble. Alors si vous voulez discuter entre professionnels de la com, entre enseignants-chercheurs, ou entre étudiants, ou même tous les 3 ensemble,
Eh bien, n'hésitez pas, c'est le but de cette journée, c'est de faire avancer vraiment l'image de l'image, hein, en tant que communicant. Et donc, je vais arrêter de parler, parce qu'après, le Rubik's Cube peut se remélanger d'ici là. Et je vais laisser la parole à Laurent Fauré, maître de conférence et directeur de l'ITIC. Je vais faire apparaître le micro. Voilà, oui, je peux pas. Merci. C'est une gageure de passer après le tour de magie et la féerie qu'on vient de voir et à laquelle on vient de nous inviter. Quelques mots, alors je vais essayer de reprendre le ton institutionnel puisque c'est un peu le rôle qui m'est dévolu. Donc, mesdames et messieurs les professionnels de la communication, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, organisatrices et organisateurs de cette belle journée, étudiantes et étudiantes du Master 2 Infocom, j'ai appris ma leçon, tout parcours confondu. Je dois dire que j'ai le réel et très grand plaisir d'ouvrir avec vous cette 16e édition des Journées de l'Orco. C'est d'autant plus important, merci, c'est pas moi là. C'est d'autant plus important qu'il faudra vraiment que vous voyez le coup du Rubik's Cube, hein, je suis jamais arrivé pendant c'est pour ça. Bon bref, tout ça pour dire que c'est vrai que 16 ans, c'est d'autant plus important et notable que j'y étais au début en fait. Et je ne sais pas sur soi un atout face à la jeunesse des participants, à leur énergie, à leur efficacité pour réaliser cette journée. Et là, je dois dire que cette énergie, cette jeunesse, elle est partagée par toute l'équipe d'enseignants, chercheurs du département d'information et communication, que je voudrais saluer ici pour non seulement son engagement pédagogique et de recherche, au vu notamment des charges très lourdes qui sont les leurs, parce qu'ils ont, durant toutes ces années, et ils continuent à porter l'encadrement de cette initiative récurrente que je voudrais saluer aussi ici. Donc, je voudrais quand même vous dire deux mots pour rappeler que finalement cette initiative sur l'image au-delà du visuel, ce qui d'ailleurs induit énormément de réflexion et de retour sur l'image précisément, eh bien, en fait, elle est liée à quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui. C'est que autour de ce qu'on a appelé le tournant iconique, qui est finalement ce que vous connaissez tous dans le domaine de la communication, il y a quelque chose de très fondateur et de très perpétué autour de l'humanité, depuis l'astro jusqu'au mur de nos cités, jusqu'à Avatar, c'est pas le plus récent, en termes de 3D, mais ça a été un tournant aussi de ce point de vue, semble-t-il, en termes cinématographiques, des hiéroglyphes aux émoticônes, aux émojis. Donc, on n'a pas cessé, effectivement, de pratiquer l'image. On a commencé par dessiner avant d'écrire, et on a continué à le faire tout en écrivant. Aussi, contrairement à ce que peuvent dire les personnages de Hugo face aux vitraux de Notre-Dame, heureusement préservés par l'incendie récent, comme vous le savez, ceci, c'est-à-dire l'imprimerie, l'écrit, le support imprimé, n'a pas tué cela, précisément l'image, avec tout ce que ça induit, comporte d'imaginaire, précisément, c'est-à-dire de production d'image. Et donc, on voit à quel point le fictif, l'imaginaire, on vient de le voir, je crois, dans les images que nous avons vues de Notre-Dame, eh bien, sous-tend nos réalités, enrichit nos cultures, oriente nos sociétés et notre monde contemporain. Donc, au-delà de ce qui se voit, l'image, résiduelle ou pas, eh bien, c'est aussi, me semble-t-il, ce qui se voit en nous. Et c'est aussi peut-être l'intérêt de ce titre, au-delà du visuel, enjeu de l'identité en communication. Il me semble que cette image, qui est aussi l'image de soi, eh bien, vous la portez non seulement dignement, mais avec beaucoup de brio, de talent, d'efficacité, de la manière, à la manière, je dirais, d'un ethos à la fois rigoureux et souriant, avenant. C'est aussi une véritable image de marque que vous venez de porter, que vous continuez à porter. Je voudrais vous en féliciter, vous en remercier. Les professionnels, évidemment, jugeront mieux que moi, mais il me semble que déjà, vous êtes très pro dans votre fonctionnement. Et au moment de saluer ce que je fais là, les organisateurs très chaleureusement pour leur initiative, eh bien, je voudrais surtout
saluer leur décision de se consacrer à cette thématique, décision avisée, responsable, je dirais, parce qu'elle est d'actualité, et sage, comme des images. Ah oui, bravo. On va maintenant laisser la parole à Sidonie Gallo, maître de conférence et directrice du département Info. Bon, bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cet événement qui est un événement particulièrement important pour le département qui, au-delà de l'organisation d'une journée de rencontre entre les enseignants, les professionnels et surtout les étudiants futurs professionnels, constitue pour le département un projet pédagogique qui est porté, donc, comme ça a été dit, pendant de longs mois. Et je tiens particulièrement à remercier les enseignants qui s'investissent dans la conception de cette journée et qui auront l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Par ailleurs, je voulais aussi signaler qu'au-delà du projet pédagogique, c'est une expérience qui est particulièrement touchante pour nous, puisque c'est une journée durant laquelle on peut voir nos étudiants sous un autre jour. C'est toujours un coup avec la question de l'image, mais où on a vraiment le sentiment de les voir passer ce jour-là. Ils ne deviennent plus étudiants, en fait, ils sont déjà professionnels. Et donc c'est pour nous, enseignants, qui parfois les avons biberonnés depuis la langue. Pas tous, mais voilà, les autres nous ont rejoints en cours de route, mais c'est un moment qui est particulièrement beau. Et donc d'ailleurs, je remercie l'équipe pédagogique qui est présente avec nous aujourd'hui. Alors, je vais faire juste un petit topo sur la thématique, qui est une thématique ancienne en Infocom, la question de l'image, et qui est une thématique qui est particulièrement intéressante à interroger, surtout dans le contexte actuel de la mutation numérique, de la mutation des formes d'organisation, où la question de l'image dépasse largement effectivement cette question visuelle, identitaire, en allant interroger notamment la symbolique, toutes les questions de représentation des organisations, mais pas que par l'image de marque, mais aussi le fait de faire exister la structure organisationnelle, qui parfois sont des structures organisationnelles aujourd'hui qui sont complètement dissipatives, qui n'ont plus d'existence physique et qui n'existent que par le projet, que par l'image qu'on donne et que par la symbolique et les représentations qu'on va en faire. Donc je trouve que c'est un sujet qui est très très large, qui est extrêmement important à discuter, et je pense que cette journée sera, enfin je l'espère, l'occasion de faire le tour. En tout cas, je souhaite aux étudiants, aux enseignants investis, et puis à vous qui êtes présents, que cette journée soit à l'image, au moins, de ce que vous projetiez d'en faire. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, on va laisser la parole à Nathalie Verdier et Sophie Valiès, maîtres de conférence et surtout coordinatrice de cette magnifique journée. Bonjour à tous, bienvenue à cette 16e édition de la journée Orco. Alors moi je suis Nathalie Verdier, Sophie Valiès est assise parmi vous avec le public. Elle est effectivement porteuse de l'organisation de ces journées Orco depuis de nombreuses années. Enfin, nombreuses années par rapport à moi. Et elle a souhaité me passer le relais pour présenter la journée aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Je pense qu'on a eu une bonne introduction de la part de Laurent Fauré et de Sidonie Gallo sur ce que l'image pouvait ouvrir comme discussion et comme approche. J'espère qu'avec toutes les conférences, l'enquête, les ateliers de la journée, vous allez vous enrichir et nous enrichir de débats, de discussions et de signification potentielle de l'image. Et je vais passer la parole très vite aux étudiants parce qu'on est un petit peu déjà... voilà. C'était l'année dernière l'histoire avec le temps. Merci. Applaudissements quand même. Donc sans plus tarder, après avoir ouvert cette belle journée, on va commencer avec
le compte-rendu de l'enquête qui a été menée par les étudiants de la promotion Master 2 Infocom. Et donc je vais laisser la parole à Alison Briveau, qui va, responsable d'enquête, qui va nous présenter tout ça. Bonjour à tous. Alors une nouvelle fois, bienvenue à cette 16e édition de la journée Orco. Alors avant de passer au compte-rendu de l'enquête, nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi nous, étudiants, avons-nous choisi cette thématique de l'image. Donc d'abord, voilà, l'image, elle nous intéressait particulièrement puisque nous pouvons la voir de différentes façons. D'abord l'image concrète, comme le serait une photographie ou un tableau par exemple. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour cette première définition de l'image de choisir un tableau de Kandinsky, malgré le fait qu'il ait été établi avec des codes pour lui donner un cadrage et un médium. Il reste tout à fait ouvert à l'imaginaire et il est polysémique. Chacun d'entre vous dans la salle peut avoir sa propre vision de cette image. Mais l'image, comme nous l'avons dit si souvent durant cette introduction, et nous la voyons au-delà du visuel, et c'est cette double perception de l'image qui nous intéressait particulièrement. Donc sur l'idée que l'image puisse également être l'image de soi, l'image de son organisation, d'un côté plus conceptuel. Et donc sur cette deuxième définition, également, on peut avoir différentes façons de la voir. L'image que nous visons, l'image que j'essaye de vous transmettre actuellement, l'image qui nous est héritée, et l'image que vous percevez finalement de nous. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, les communicants que nous sommes, pensons que l'image est au cœur de nos préoccupations dans ce monde de l'image. Merci beaucoup, je passe la parole à Hugo Maillebrera afin qu'il vous fasse un petit point théorique sur les façons de voir l'image. Merci. Afin de définir ce que peut bien être l'image au-delà du visuel, nous pouvons puiser dans différentes disciplines, notamment en élaborant des rapprochements entre le concept d'image et de représentation. En histoire de l'art, c'est peut-être la définition la plus usuelle, celle qu'on est tenté de donner lorsque nous essayons de définir l'image, à savoir une représentation visuelle, plastique d'une idée. Une représentation qui sera donc plus ou moins fidèle, plus ou moins authentique concernant la réalité représentée. En anthropologie et en psychologie, c'est différent. Nous parlons davantage de représentation sociale, c'est-à-dire une forme de connaissance élaborée et partagée socialement, voire culturellement, et qui concourt à l'élaboration d'une réalité commune. Ces représentations sociales peuvent se cristalliser dans des objets de médiation, des images médiatiques ou encore des discours, et possèdent un double aspect. Cognitif, car ces représentations sociales alimentent notre savoir, et connatif, car elles peuvent nous pousser à l'action, notamment en termes de stratégie de communication. En sciences de l'information et de la communication, on prend en compte toutes les théories que je viens d'expliquer et nous envisageons davantage l'image comme étant un message visuel complexe, polysémique et hétérogène qui prend en compte différents types de signes qui conviennent d'interpréter socioculturellement. C'est pour cela que des auteurs tels que Roland Barthes considèrent l'image comme étant un langage. Et comme dans tout langage, il est nécessaire de prendre en compte tant le contexte d'émission que celui de réception pour essayer de dégager sa signification globale. Et finalement, toutes ces approches, elles nous disent quoi? Elles nous disent que finalement, l'image est un objet, une véritable médiation symbolique par laquelle s'instaure une distance et une relation. Donc maintenant, on va pouvoir passer un petit peu plus à l'enquête. Donc pour la première fois dans l'histoire de la journée Orco, nous avons décidé de faire une méthode mixte, c'est-à-dire que nous avons utilisé aussi bien du quantitatif que du qualitatif. L'avantage d'avoir fait cela, c'est d'avoir pu, donc, via le qualitatif, vraiment comprendre et interroger les professionnels aussi bien de la communication que de l'image, leur vision donc, sur cette dernière, mais également les stratégies donc, pour entretenir une image. Et du coup, nous avons complété cela grâce au quantitatif, encore une fois pour la première fois, afin de vraiment saisir l'opinion du public et de la masse sur différents établissements emblématiques de Montpellier. Voilà, donc vous allez découvrir ça dans quelques minutes. Au niveau donc de la présentation de cette enquête, nous allons vous présenter nos résultats sous 4 grands thèmes. D'abord, nous allons tenter d'approcher des définitions de l'image, donc c'est ce qui a été recueilli de par nos entretiens qualitatifs auprès donc, de graphistes, de photographes et de vidéastes, mais également de responsables de communication. Dans un deuxième temps, nous allons voir du coup les stratégies d'image qui ont été conseillées par tous ces professionnels.
Dans un troisième temps, nous allons voir l'apport qu'a pu apporter du coup le numérique dans les pratiques de l'image. Et enfin, nous terminerons par ce que je vous ai présenté tout à l'heure en quantitatif, c'est-à-dire la vision du public sur les différents établissements emblématiques de Montpellier, tels que l'Université Paul Valéry, la Panacée et le Rockstore. Merci beaucoup. Donc, grâce à nos enquêtes, nous avons pu établir une définition commune de la notion d'image. Pour les professionnels, l'image est une représentation visuelle de la réalité. Elle est perçue comme un moyen de conceptualiser une idée ou des pensées. Cette représentation visuelle va être une représentation personnelle. Elle va être différente d'une personne à l'autre car elle va être influencée par nos valeurs, notre culture ou encore notre histoire. De ce fait, on peut dire qu'elle est en constante évolution. L'image est aussi perçue par les professionnels comme un moyen de changer les comportements et ou les habitudes de consommation. Il est vrai que l'image est souvent utilisée pour les entreprises dans un but lucratif, pour les associations plus dans un but de sensibilisation. Et c'est pour ça que souvent l'image est assimilée à un moyen de changer les comportements. L'image est aussi vue comme une méthode efficace pour faire passer un message et donc pour communiquer. La majorité des professionnels que nous avons interviewés s'accordent à dire que les images permettent de s'exprimer et de raconter une histoire. Grâce aux images, il est possible de faire passer une émotion forte et on dit bien souvent que les images ont plus de force que les mots. Pour finir, nous avons pu voir que l'image d'entreprise est associée au logo. Il va être un réel élément représentatif, il va représenter les valeurs de l'entreprise et pour reprendre les termes que nous ont dit les professionnels, il est considéré, donc je cite, comme la vitrine d'une marque, car c'est la première chose que l'on va voir. D'ailleurs, si la notion d'image, au premier abord, elle paraît compréhensible par tous, elle se révèle bien plus complexe lorsqu'on commence à l'analyser et à l'appliquer au contexte professionnel du monde de la communication. Quand ils pensent à l'image, les responsables de communication que nous avons interviewés évoquent spontanément la question du visuel. Les logos, les affiches, les flyers, les photos, tous travaillent au quotidien avec des supports et participent à construire l'identité de leur organisation. Dans un second temps, après réflexion, ils ont détaillé une autre dimension de l'image, au-delà, voire en deçà du visuel. Ils proposent alors plusieurs notions, celle de projection, soit l'image qu'on ambitionne de donner ou comment on imagine qu'elle sera, celle de représentation de l'objet, soit la traduction d'un objet en image, pour glisser sur la notion de perception que l'on a d'une entité, en précisant que celle-ci peut être fidèle ou non à la réalité. Dans cette salle, par exemple, il y a une différence entre la façon dont je vous vois, la façon dont vous me voyez, ou comment je pense que vous me voyez. Cette perception est propre à chacun de nous et doit être interrogée par les communicants pour s'assurer du message qu'ils font passer. Dans notre enquête, nous avons essayé de voir si les professionnels de l'image abordaient la notion d'image de la même manière. Nous avons vu des nuances. Chez les photographes et les artistes que nous avons interviewés, nous avons la notion d'émotion qui ressort particulièrement de la construction de leurs images. Par exemple, le photographe, à travers sa photo, raconte une histoire. Il capture un moment en vue de provoquer une émotion particulière. Ils estiment aussi que l'interprétation tient un rôle majeur dans leur approche artistique, avec parfois des éléments cachés qui peuvent offrir plusieurs niveaux de lecture. Chez les vidéastes interviewés, c'est différent. On capture également un moment, on raconte également une histoire, mais ce n'est pas figé. La vidéo raconte une histoire à sa continuité, avec un début, un milieu, une fin, car elle suit un storyboard précis. Ce qui laisse, toujours selon les idéastes interviewés, que peu de place à l'interprétation. Bien que la cyberpragmatique nous apprend, notamment en sciences de l'information et de la communication avec Roger Audin, qu'il existe pourtant des niveaux de lecture pluriels dans la vidéo. Concernant les graphistes et designers que nous avons interviewés, ils distinguent eux davantage la notion d'identité et d'image. Pour eux, l'identité, par exemple celle d'une entreprise, est singulière et fondatrice, alors que l'image n'est qu'une partie de l'identité, celle que l'entreprise ou l'organisation veut bien projeter à des fins promotionnelles. Enfin, pour les responsables de communication mettent davantage l'accent sur la problématique qui existe entre la gestion de leur image à eux et la gestion de l'organisation pour laquelle ils travaillent.
Finalement, la question, c'est de savoir si est-ce qu'on doit être corporate dans la vie de tous les jours ou est-ce qu'on doit adopter le même système de valeurs que l'entreprise pour laquelle on travaille. Finalement, tout ça pour dire que selon les métiers, les professionnels de l'image n'abordent pas la notion d'image de la même manière. Nous avons également demandé aux responsables de communication s'ils faisaient une différence entre l'image qu'ils véhiculent en privé et dans leur organisation. Ils ont exprimé des visions différentes de l'attitude à adopter. En effet, certains font clairement une distinction entre leur image en organisation qui se doit de rester neutre et cohérente et leur image personnelle et privée. D'autres affirment fusionner avec l'identité de leur organisation à tel point qu'ils en gardent des traces dans leur vie personnelle, notamment les fonctionnaires mais aussi les indépendants qui construisent souvent leur organisation à leur image. Ils se considèrent comme des représentants de leur structure. C'est d'ailleurs le cas de certains de nos enseignants qui nous ont confié se sentir associés à l'image de l'université, même dans la vie privée. Cependant, tous s'accordent sur le fait de garder une certaine neutralité lorsqu'ils sont en poste et d'être le vecteur de l'identité de la structure avant tout. Nous allons maintenant vous parler de l'image en application. Donc, selon ce qui nous a été transmis lors de notre enquête, nous avons pu déterminer 3 incontournables qui sont la stratégie de séduction, faire évoluer son image et choisir ses outils. Je vais vous parler de la stratégie de séduction. D'après nos interviewés, dans la construction de l'identité visuelle d'une organisation, il ressort que cette stratégie de séduction trouve ses fondements dans plusieurs facteurs. D'après eux, le premier des moteurs étant les acteurs internes, car ils participent et ils véhiculent l'image de l'organisation. On prend en compte, au-delà de l'individu, l'ambiance, le fonctionnement et la culture de l'organisation en interne. Ce sont autant de choses qui influencent l'image véhiculée par les acteurs. Cet ensemble influe aussi sur les valeurs et le message choisi de l'organisation, qui lui va influencer sur l'identité visuelle. Et vous allez me dire, l'identité visuelle, le message et les valeurs sont présents dès la création de l'organisation. C'est là que c'est intéressant, car en fait c'est un phénomène qui est rétroactif, car effectivement l'identité visuelle, le message et les valeurs vont aussi influencer sur l'individu, et c'est l'ensemble qu'on doit prendre en compte. Et ce qui est ressorti de l'enquête, c'est qu'en réalité, il faut toujours avoir une adaptation au feedback qui va en fait être là pour toujours avoir une meilleure séduction sur l'image ressortante de l'organisation. Et pour conclure, je vous dirais que d'après une graphiste qui nous a dit ça et qui, je trouve, illustre bien le propos, une image se crée, l'identité se travaille. Notre enquête nous a également permis de mettre en lumière le fait que faire évoluer sa stratégie, ce n'est pas un processus qui va être constitué d'étapes claires à réaliser dans un ordre précis. En réalité, c'est plutôt un ensemble de dimensions qu'il va falloir prendre en compte et qui vont venir se nourrir les unes les autres pour faire évoluer la réflexion. Les professionnels que nous avons interviewés nous ont indiqué réaliser un important travail de veille. Pour les professionnels de l'image, c'est plutôt une veille concurrentielle qui va être donc tournée vers le fait de s'inspirer de ce que font les autres professionnels et éviter de remobiliser des styles et des créations qui existent déjà. Pour les responsables de communication des institutions publiques et culturelles, cette veille sera plutôt tournée vers le public. En effet, donc, il s'agit de se tenir au courant du sentiment général des publics vis-à-vis de la structure dans laquelle on évolue. Plusieurs outils nous ont été proposés par les professionnels pour réaliser ce travail de veille, notamment Pinterest, TweetDeck, Google Actu, etc. Ce travail de veille donc, va également nous permettre d'identifier des problématiques actuelles et des tendances. Par exemple, dans le cadre des institutions publiques actuellement, il y a un travail qui est fait sur l'éthique, dans une recherche en fait entre un équilibre entre ce que l'on veut transmettre pour valoriser la structure et la réalité de ce qui s'y passe. Pour les professionnels de l'image, actuellement, ils travaillent beaucoup sur des questions de médias sociaux et d'évolution des pratiques des publics liées notamment au numérique. Il est également très important quand on veut faire évoluer son image ou la modifier, d'être à l'écoute des publics et des acteurs de la structure dans laquelle on travaille. Les deux types de professionnels interviewés, en effet, ils nous ont dit porter attention à l'écoute des perceptions des publics et notamment se poser la question comment est-ce que le public perçoit l'image de ma structure ou de mon organisation
Et en fonction de la réponse, est-ce que c'est réellement pertinent de la faire évoluer ou non? Dans cette enquête, les professionnels nous ont également dit être en contact permanent avec d'autres professionnels du même secteur, ce qui permet donc d'étoffer et d'agrémenter notamment le travail de veille dont on a parlé précédemment. En effet, quand on discute avec d'autres professionnels du même secteur d'activité, on peut donc établir des tendances et des problématiques importantes dans notre secteur. Pour les professionnels de l'image, donc, ils nous ont indiqué rester en contact via notamment des séminaires tels que la journée Orco ou des séminaires qui sont organisés par exemple dans le cadre du club de la presse. Pour les institutions publiques notamment, on a eu l'exemple de canaux de discussion qui sont mis en place en interne. Par exemple, au sein de la préfecture de l'Hérault, il existe un canal de discussion qui permet à tous les chargés de communication de toutes les préfectures, de tous les départements, de rester en contact et de s'échanger les problématiques qu'ils rencontrent. Bonjour à tous. Je vais vous parler des outils numériques utilisés par les professionnels de l'image auprès desquels nous avons enquêté. Le travail de veille effectué en amont permet de connaître ses interlocuteurs et de s'adapter à leurs usages. Le numérique s'est avéré être un moyen adéquat de communiquer. Les professionnels de l'image utilisent des outils pour adapter leur manière de communiquer en fonction du public, notamment des outils de création et de diffusion. Des outils de création tels que le pack Adobe pour les solutions payantes ou encore GIMP, Inkscape et Scribus pour les solutions gratuites permettent de mettre en forme le message. Les outils de diffusion comme Agora Pulse, Buffer ou Suite permettent de gérer les publications des médias sociaux numériques qui représentent des canaux privilégiés des métiers de l'image. La mise en forme est essentielle pour la valorisation du message, mais n'a pas lieu d'être si le message n'est pas diffusé de manière adéquate. Ces outils permettent donc d'adapter notre message et le moyen de diffusion au public. L'enquête menée a également révélé que les professionnels de l'image adoptent également leur message au support utilisé pour le consulter. C'est-à-dire que si l'utilisateur est en déplacement, il doit pouvoir consulter notre message via son smartphone. Lorsqu'il est derrière son bureau, il consultera le message plutôt sur un écran d'ordinateur, puis éventuellement une tablette en rentrant à la maison. Aujourd'hui, le format responsive répond en partie à ces attentes pour s'adapter aux habitudes de l'utilisateur. Et il s'agit là d'autant de critères à prendre en compte avant de partager du contenu pour soigner son image, pour soigner l'image que l'on souhaite transmettre. Je vous remercie. Bonjour. Donc, pour rappel, nous avons réalisé une enquête qualitative auprès de 46 professionnels de la communication de la région Montpellier-Rennes. Ils sont responsables de la communication des organisations institutionnelles locales, mais ils sont aussi graphistes, photographes, designers ou encore professionnels du milieu artistique et culturel. Donc avec cette étude, nous mettons en avant les points de vue que peuvent avoir nos interviewés sur la question de l'image en communication et notamment avec le numérique. Donc, comme nous le savons tous, aujourd'hui, le numérique a révolutionné notre rapport à l'image. Nous sommes en permanence stimulés par des centaines d'images à la minute, notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, c'est 95 millions de photos et de vidéos postées chaque jour, ou encore sur Facebook, 350 millions de publications photos ou vidéos par jour. Donc, ce sont des outils de communication qui ne cessent d'évoluer, et par leur omniprésence, les usages de ces nouveaux outils posent des nouvelles questions sur le métier de communicant et amènent les professionnels à s'interroger sur la déontologie des usages de l'image. Les différents professionnels de la communication nous ont donc confié créer en majorité des images pour le web, pour nous faire voyager, découvrir un milieu qu'on ne connaît pas très bien, ou encore vendre un produit dont ils font la promotion sur les réseaux. Néanmoins, cette recrudescence d'images a aussi des aspects plus négatifs. Tout le monde devient spécialiste de l'image et cela induit une pollution visuelle. L'image tue l'image et induit des confusions dans la transmission des messages. Les professionnels sont donc confrontés à plusieurs problématiques. En effet, de par l'amélioration des smartphones notamment,
la pratique de la photographie s'est démocratisée. Les métiers de designer et de graphiste se retrouvent banalisés avec des sites comme Freepik ou encore WordPress qui permettent à tous de réaliser leur propre site internet de manière assez facile, selon les compétences. Et aussi les accès à des logiciels de retouche comme Photoshop ou encore des applications mobiles dédiées comme Facetune ou Snapseed permettent d'accéder à du contenu, à des outils dont on n'avait pas accès auparavant, et ça porte atteinte à ces métiers. Donc les professionnels se doivent d'être multicasquettes et de nouveaux métiers apparaissent. Ça devient difficile même de faire la part des choses entre amateurs et professionnels. Aujourd'hui, nous faisons face à une multitude d'outils qui renvoient à autant de supports. Et c'est ce que Michel Serres avait soulevé avec humour en disant « Chaque fois qu'il y a un changement de support, il y a un Socrate qui engueule un Platon ». Du côté des organisations publiques, l'image de l'organisation est principalement associée à des outils visuels comme la photo, la vidéo ou encore le support print, mais aussi aux médias socio-numériques et à l'événementiel. Cependant, ce sont quand même les supports digitaux qui sont le plus utilisés, et les médias socio-numériques sont uniquement perçus comme des supports à coloniser et à développer. Du côté des organisations privées, le processus il commence par la recherche d'idées, donc notamment sur la banque d'images, comme Pixabay ou Freepik, et aussi Flaticon. Et il faut d'abord se lancer. Il faut d'abord rechercher les idées, et une fois qu'on a les éléments dont on a besoin, on peut se lancer sur des logiciels de PAO notamment, la suite Adobe ou encore Canva pour ce qui est plus facile. Enfin, lorsque la réalisation est finie, qu'on a le visuel qu'on désire, le partage se fait en ligne sur les réseaux sociaux notamment. Donc, comme nous l'avons vu, le numérique a pris le dessus sur le print. En effet, les communicants de tout secteur se doivent donc de gérer les nouveaux outils, et les médias sociaux numériques ont même modifié la manière de créer l'image. Le contenu, il s'est modernisé pour convenir aux nouveaux modes de partage et aussi aux nouveaux supports, comme nous l'avons dit plus tôt. Il faut réussir à se démarquer avec du contenu original et pertinent. Le partage sur les médias sociaux numériques est indispensable, et la réalisation devient même une carte de visite pour les futurs clients. Le numérique, il permet aussi d'étendre son image au-delà du matériel et d'inscrire son quotidien et le quotidien de l'entreprise dans l'instantanéité. Avec les médias sociaux numériques, il est possible de voir le quotidien d'une marque, d'une grande marque, et d'atteindre un nouveau public pour celle-ci. Et enfin, cela permet aussi de construire son e-réputation. Donc du côté du secteur public, la modernisation passe aussi par la volonté de toucher un nouveau public, un public qui est beaucoup plus connecté. On peut prendre ici l'exemple de la préfecture de Nîmes, donc qui vient de créer son compte Instagram. Et les usagers ont la possibilité de suivre les élections en direct, comprendre le fonctionnement d'une préfecture ou suivre tout simplement son actualité. Mais l'image numérique permet aussi donc de faciliter les procédures et les pratiques, rendre les procédures plus intuitives, plus rapides, plus accessibles. Et cette année, on a remarqué la grande tendance, et probablement les années suivantes, au pictogramme. Donc cliquer sur des images par exemple pour se déconnecter, ou cliquer sur le mot déconnexion. Mais il y a aussi l'idée de mutualisation des compétences, donc mutualiser les compétences des différents pôles pour une question d'harmonie au sein de l'organisation, harmoniser l'image générale de l'organisation. Et on assiste plus en plus à des créations de postes comme de responsables de chargé de digital, de communication digitale, de directeur de la communication digitale, qui existaient auparavant pas vraiment dans les institutions publiques. Et puis, il y a l'idée de communauté aussi. Cette importance de l'implication d'une communauté, il ne faut pas négliger le fan, car ceux-ci font partie intégrante d'une organisation. Ils participent de façon active à l'image de celle-ci, et il est donc judicieux d'intégrer le fan, cette communauté, dans la stratégie de l'organisation. Et si le contenu ne plaît pas à la communauté, alors c'est la suite du projet qui peut être en péril. Et ainsi, les fans ont le pouvoir de nuire ou de faire avancer un projet.
évidemment, dans l'image en communication, le public a également sa place pour l'appréhender, mais aussi se faire un avis et en débattre avec son entourage ou bien avec les professionnels du métier de communicant. Ainsi, nous avons choisi de faire une enquête quantitative sur la Panacée, qui est un lieu d'art culturel contemporain situé ici à Montpellier. Alors, me direz-vous, pourquoi avoir choisi ce lieu? Et vous aurez tout à fait raison. Eh bien, c'est simple. De par sa singularité, il nous a semblé important de nous intéresser plus en détail. Nous avons donc interpellé les publics de la Panacée, qui en sont les visiteurs, mais également les Montpelliérains de façon plus générale sur la place de la Comédie. Au total, ce sont 146 enquêtés qui nous ont répondu. Suite à ces enquêtes, nous avons pu identifier deux types de publics. Dans un premier temps, les initiés, qui se rendent régulièrement sur les lieux, mais également les publics dits potentiels. Certains d'entre eux ne se sont jamais rendus à la Panacée, d'autres y sont allés. De ce fait, ils ont connaissance des contenus qui sont exposés sur les lieux. Nous avons constaté que la Panacée, que les panels que nous avons interrogés finalement n'avaient pas découvert la Panacée tous de la même façon. Et nous leur avons proposé divers moyens de communication, comme vous pouvez le voir. Et finalement, ce qui est ressorti pour le public de la Panacée, c'est que la presse a été très peu sollicitée, alors que c'est un média qui a beaucoup parlé de la Panacée ces derniers mois, entre autres. Mais aussi, nous avons constaté qu'il favorisait des moyens comme le bouche à oreille, l'affichage ou les réseaux sociaux. Pour revenir sur le bouche à oreille, c'est quelque chose de très important puisqu'il se fait par l'entourage, qui est généralement un public averti et qui a connaissance et qui aime l'art contemporain de façon générale. Nous avons cette citation juste en bas qui explique qu'une dame a connu la Panacée par le biais de sa meilleure amie qui passe depuis clair de son temps à la Panacée parce qu'elle est étudiante des Beaux-Arts. Ça montre plusieurs choses. La Panacée fait parler d'elle. C'est un lieu où on peut y passer ses journées puisqu'il est multifonctionnel. Aussi, c'est un lieu pratique pour les étudiants des Beaux-Arts, entre autres, puisque c'est pas très loin. Et enfin, c'est aussi un lieu qui a un intérêt pour ceux qui aiment l'art contemporain. Contrairement... finalement, on voit que les publics de la Panacée ont une image de la Panacée comme étant un centre d'art contemporain, ce qui est sa fonction première. Pour les publics potentiels, c'est tout autre. Ils voient une identité assez floue au-dessus de la Panacée. Ils n'arrivent pas vraiment à l'identifier, ils ne savent pas vraiment à quoi ça correspond concrètement. Ainsi, ils favorisent des découvertes de ce lieu par voie d'affichage, mais aussi par les réseaux sociaux. Donc c'est l'information qui vient à eux et non l'inverse. Je vous parlais d'une identité relativement floue. Donc comme vous pouvez le voir sur ces photos qui ont été prises par divers médias comme le Midi Libre ou encore la Métropole de Montpellier, eh bien c'est un tiers-lieu qui propose diverses activités comme par exemple le patio, des ateliers, des expositions ou encore la cafétéria. Donc finalement, le cœur de métier de la Panacée est perdu dans la masse, on n'arrive plus vraiment à l'identifier, mais c'est aussi ça qui fait la force de la Panacée, cette polyvalence, et qui crée aussi son attractivité. Je vous parle d'attractivité, mais comme vous pouvez le voir sur ces photos, qui ont été prises par, entre autres, le Midi Libre et la Métropole, il n'y a pas grand monde, alors qu'elles sont censées vendre ce lieu et non pas vous présenter un lieu relativement vide. Enfin, concernant le logo, il est très bien reconnu par les publics qui savent le reconnaître à plus de 75%, puisque nous leur avons présenté 3 logos, dont 2 faux logos, et ils ont su reconnaître tout de suite le logo de la Panacée. Cela montre ainsi que la Panacée a une très bonne reconnaissance visuelle de la part de ses publics, et également que finalement ce logo représente peut-être toute la complexité de ce lieu. Alors, comme on l'a dit, la Panacée est un lieu atypique, et ça se ressent dans ses campagnes d'affichage. Celles-ci, réalisées par Kidnap Your Designer, sont souvent décalées et colorées, marquant l'attention des publics potentiels dans la ville. Elles cassent les codes par rapport aux musées traditionnels et à leurs expositions. Cependant, elles peuvent porter à une confusion puisque il arrive que les publics n'en comprennent pas leur sens. Les visiteurs de la Panacée admettent également que les affiches ne rendent pas forcément compte du contenu des expositions. Prenons l'exemple de Cookbook, donc le paquet de popcorn. Pour y être allé, c'est une exposition avec beaucoup d'interactivité et des expériences gustatives. Donc, notamment, vous pouvez goûter des glaces aux rivières ou de fumée, ou encore goûter une fleur
qui donne des décharges électriques sur le bout de la main. Chose qu'on va pas faire. À la vue de ces résultats, nous pouvons nous demander si la stratégie de la panacée, étant de garder la surprise sur le contenu des expositions, fait partie de l'identité du lieu, ou s'il gagnerait en fréquentation en donnant plus de corrélation entre les affiches et les expositions. Alors nous avons choisi d'enquêter également sur le Rockstore. Donc le Rockstore est une salle de musique actuelle qui a été inaugurée en 1986 et qui est classée monument historique depuis février 2007. Pourquoi ce lieu? Parce que d'après nous c'est un lieu musical et culturel emblématique de la ville de Montpellier et nous voulions connaître la vision de nos enquêtés par rapport à ce sujet. Donc notre enquête a été répondue par un panel de 145 personnes, donc en majorité des Montpelliérains. Nous l'avons diffusée en ligne à travers les médias sociaux numériques et par le biais d'entretiens en face à face auprès notamment des étudiants de l'université Paul Valéry. Donc une large partie de nos enquêtés sont des jeunes entre 18 et 25 ans et également des femmes, donc 66% du panel sont des femmes. Nous avons choisi d'interroger en priorité les jeunes parce que même s'ils fréquentent régulièrement ce lieu, ce n'est pas le cœur de cible du Rockstore qui, en tant que lieu historique, vise principalement la tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Et donc nous avons voulu avoir la perception, notamment des jeunes, par rapport à l'image du Rockstore. On a demandé aux enquêtés quels étaient pour eux les principaux lieux musicaux de la ville de Montpellier. Donc le Rockstore a été mentionné le plus de fois et on le retrouve en première position, suivi ensuite de l'Antirouille et enfin en troisième position le Zénith Sud. De manière générale, le Rockstore est largement connu par l'ensemble de nos enquêtés puisque 98% du panel déclarent connaître le Rockstore. Et parmi ceux qui ne connaissent pas le nom du Rockstore, les gens connaissent dans la globalité la célèbre façade emblématique et symbolique avec donc la Cadillac qui est enfoncée dans le mur. Pour être très exact, une seule personne parmi les 145 interrogés ne connaissait ni le nom ni la façade du Rockstore. On a ensuite demandé aux enquêtés d'associer un mot au Rockstore. On retrouve dans l'ordre donc les mots suivants. En premier, le mot de concert. Ensuite, vient le terme musique. Et enfin, le terme de boîte de nuit. Donc ces trois termes sont vraiment dans le même registre et on peut constater qu'ils sont cohérents quant à l'image véhiculée par le Rockstore auprès de nos cibles, donc les jeunes entre 18 et 25 ans. Alors ensuite, on s'est intéressé à la perception du panel donc, par rapport au Rockstore. Donc on leur a proposé trois mots. Donc selon vous, le Rockstore, c'est plus une salle de concert, un lieu culturel ou une discothèque. Donc la majorité des répondants le perçoivent comme une salle de concert. Donc voilà. On leur a demandé ensuite de ce qu'ils pensaient de la programmation. Donc pour eux, la programmation musicale, elle est éclectique, diversifiée et ouverte à tous. Donc nous voyons que le Rockstore, au travers de leur réponse, est perçu positivement. Donc ils sont 17,6% à en avoir une image très bonne et 54,2% à en avoir une image plutôt bonne. Donc c'est assez positif. Au niveau de la perception de la fréquentation, donc là on a pu observer deux tendances. Il y a une partie des interrogés qui considèrent que le public du Rockstore est diversifié, qu'il s'agit d'un lieu ouvert à tous. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui pensent que c'est un lieu presque exclusivement pour les jeunes, mais il n'y a que des jeunes. Donc on remarque que c'est peut-être une projection qu'ils se font d'eux-mêmes, voilà, c'est eux qui ont répondu, et du coup ça influe sur leur perception du lieu. Ensuite, il est apparu que le Rockstore était considéré comme un lieu musical emblématique pour la ville. Ils sont 84,5% à le considérer comme tel, ce qui montre que depuis 1986, donc un peu plus de 30 ans, le Rockstore dur est devenu une forme d'institution montpelliéraine. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la communication. Nous avons demandé aux interrogés s'ils estimaient que le logo et que l'enseigne du Rockstore véhiculaient une bonne image, si elle correspondait donc à l'image du lieu. Donc les résultats sont divisés. Il y a 49,3% qui estiment que le logo reflète l'image,
tandis que 50,7% considèrent que le logo ne fait pas bien référence à l'image du lieu. Nous avons aussi ciblé certains aspects de la communication, dont le print. Donc nous avons montré à nos répondants ces deux affiches pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ils ont perçu ces affiches donc comme diversifiées, jeunes et dynamiques. Donc de fait, cela semble faire écho au type de programmation proposée, puisqu'ils ont répondu que c'était une programmation diversifiée. Les répondants ont également déclaré être généralement bien informés des événements, donc soit par le bouche à oreille, soit par les supports de communication, donc les médias sociaux numériques, les supports print et la façade, qui nous semble être une bonne communication visuelle. Et enfin, la stratégie globale de communication du Rockstore est bien perçue à son tour, puisque 65,5% des répondants la considèrent soit bonne, soit très bonne, et que les outils utilisés, donc les outils cités précédemment, les médias sociaux, le print, etc., reflètent bien l'image du lieu, car ils sont 69,7% à le penser. Merci. Comment traiter de l'image sans s'intéresser à celle de notre institution? C'est à partir de cette réflexion que nous avons choisi de mener une enquête sur l'image de l'université de Paul Valéry. Pour ce faire, l'objectif de cette enquête étant de déterminer les potentialités différentielles entre l'image perçue des publics œuvrant au sein de l'institution et l'image visée par cette dernière. Pour ce faire, on a construit un questionnaire quantitatif qu'on a administré à 390 étudiants, 34 étudiants étrangers. Il nous a semblé pertinent de différencier ce public de par sa culture, et 251 personnels administratifs, ce chiffre comprenant des enseignants-chercheurs. Nous avons utilisé essentiellement pour les étudiants un format dématérialisé à travers des listes de diffusion et des groupes Facebook. Pour le personnel, nous avons également utilisé des listes de diffusion, mais également rencontré certains d'entre eux. Enfin, pour bien capter l'image visée de notre institution, nous avons mené un entretien semi-directif avec le directeur de la communication. L'université Paul Valéry, comme la majorité des facultés de lettres, porte des valeurs d'accès à la culture et d'égalité des chances. À travers nos enquêtes, nous avons réalisé que ces valeurs sont largement perçues par nos publics et largement intégrées. Ces valeurs nous viennent de l'héritage des sciences humaines et sociales, qui ont par ailleurs été longtemps dénigrées face à l'hégémonie des sciences naturelles. Ces sciences tendraient aujourd'hui à se réconcilier et à se revendiquer comme complémentaires. Dans ce sens, l'université Paul Valéry tend à valoriser la richesse des sciences sociales à travers une transition vers l'innovation et les humanités numériques. À travers nos enquêtes, nous avons réalisé que les étudiants étrangers semblent percevoir ces nouvelles valeurs de l'université, mais que les étudiants français et les personnels de l'université ne pensent pas qu'elles correspondent, puisque cela ne correspond pas aux usages qu'ils ont de l'université et des services de l'université. Nous avons également réalisé une enquête à propos des éléments graphiques de l'université, notamment le site internet et le logotype, et les résultats obtenus confirment la tendance que je viens d'évoquer. D'un côté, le site internet est qualifié de calme, de sérieux et de coloré, et il se trouve que ce sont aussi les adjectifs utilisés par nos répondants pour décrire l'université dans sa globalité, et pas uniquement le site internet. D'un autre côté, le logotype est considéré comme moderne, sobre et dynamique. Cependant, il semble que ce soient les nouvelles valeurs vers lesquelles semble tendre la stratégie de communication. Nous pourrions donc en déduire que la transition vers l'innovation est effectivement en train d'être amorcée, bien qu'elle ne soit pas encore totalement insérée dans les mœurs. Lorsque nous demandons à nos répondants comment est-ce qu'ils qualifient l'université, ces derniers disent d'elle qu'elle est animée, attrayante et qu'elle revêt un environnement de travail plaisant. Des adjectifs qui sont en corrélation avec l'intention de notre institution, puisque cette dernière, à travers l'accueil et l'organisation d'événements, tente d'améliorer la qualité de vie de ses publics. Des événements comme la journée que nous sommes en train de partager, ou le marathon du web, organisé par le département de l'information et de la communication, mais également des événements à caractère culturel portés par le théâtre de la Vignette. Nous avons également pensé qu'il était pertinent d'interroger nos enquêtés sur l'identité du lieu à travers son nom. Il apparaît que le nom contribue à l'identité de l'université de Paul Valéry, tout d'abord parce que M. Paul Valéry était un homme des lettres et que nous sommes une université des sciences humaines, mais également parce que c'est une institution qui a un caractère local et qu'elle représente bien notre région méditerranéenne dont ce dernier était issu.
Nous avons également interrogé nos différents publics à propos du sentiment de fierté qu'ils éprouvent vis-à-vis de l'université. Et comme vous pouvez le voir, donc, nous les avons enquêtés sur une échelle de 1 à 10 pour leur demander à quel point ils avaient ce sentiment de fierté. Et comme vous pouvez le voir en bleu sur les graphiques, de façon générale, les différents publics interrogés sont fiers de cette université. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous parlent généralement des valeurs qui sont portées par l'université, également de la qualité du cadre de travail et de l'environnement. Pour les personnes qui se disent ne pas être fiers d'appartenir à cette université, ils évoquent la mauvaise réputation due aux mouvements sociaux, notamment de l'année dernière, et également la lenteur administrative et la tendance bureaucratique de notre université. Pour aller un petit peu plus loin, on a proposé à ces publics, on leur a demandé s'ils étaient prêts à recommander l'université. Et là aussi, sur une échelle de 1 à 10, on s'aperçoit en bleu que nos publics sont relativement prêts à recommander notre université. Quand on leur demande pourquoi, ils parlent des qualités de l'enseignement, ils parlent également de la diversité des offres de formation disponibles et de nouveau du cadre de vie. Pour les personnes qui se disent pas prêtes à recommander cette université, ce sont les mêmes arguments que pour le sentiment de fierté évoqué précédemment. Notons cependant que les personnels de l'université que nous avons interrogés en direct pour cette question nous ont demandé de préciser s'ils étaient prêts à recommander l'université pour des étudiants, de façon à ce qu'ils y étudient, ou s'ils étaient prêts à recommander l'université pour y travailler. Et apparemment, les réponses seraient différentes de l'une à l'autre, donc cette ambiguïté a pu influencer leurs réponses. Afin de couvrir l'ensemble des champs de perception de l'image de l'Université Paul Valéry, on a demandé à nos publics si, selon eux, les individus externes à l'institution avaient une bonne ou une mauvaise image de celle-ci. Il s'avère que la majorité des répondants estiment que les individus externes à l'institution ont une mauvaise image de l'université. La première justification évoquée réside dans les mouvements sociaux, comme ceux de l'an passé. Une justification que nous n'avons point pu vérifier, puisque pour cela, il aurait fallu que nous étendions notre enquête auprès des publics externes. La seconde justification réside dans les débouchés jugés insuffisantes. Il semble que cette justification soit une projection de la part de nos publics, puisqu'en effet, en 2017, le département de l'information et de la communication a mené une enquête auprès des étudiants de Master 2 issus de la promotion 2014-2015. Il s'avère que cette enquête met en lumière que 81% des étudiants se sont insérés sur le marché de l'emploi, dont 30% en CDI et presque 70% d'entre eux occupaient des postes de cadre supérieur. Une enquête qui fait complètement écho au discours du directeur de la communication, qui nous a bien explicité lors de notre entretien que désormais les profils formés au sein de l'Université de Paul Valéry et plus largement au sein des sciences humaines étaient très recherchés sur le marché de l'emploi. Donc finalement, on peut voir que c'est le changement de positionnement de l'université qui tend à se moderniser à travers ses outils, ses supports et ses processus, mais également les changements de système qui font d'ailleurs écho au concept de la pensée complexe du sociologue montpelliérain Edgar Morin, qui n'envisage plus désormais les sciences exactes et les sciences humaines comme deux entités qui s'opposent, mais bel et bien comme deux entités qui ensemble co-construisent une même forme de pensée. Merci. Pour conclure cette enquête, nous empruntons à nouveau la métaphore de l'iceberg. Les éléments visuels tels que la photographie, le logo et encore plein d'autres éléments ne sont finalement que la partie émergée de l'iceberg. En dessous coexistent bien d'autres éléments qui participent, comme nous l'avons vu, à la construction de l'image de l'organisation, sa stratégie, mais également les valeurs qu'elle comporte, plutôt qu'elle porte, et la manière dont la structure est perçue. Comme l'a montré notre enquête, la question de l'image interroge la notion de perception, à l'instar de cet iceberg, qui est bien différente selon la place que l'on occupe et surtout propre à chacun. Avec l'expansion du numérique et la rapidité de production et de diffusion de l'image, les organisations sont amenées de plus en plus de nos jours à se préoccuper des valeurs sociétales telles que le respect de l'environnement, la déontologie ou encore le respect de l'humain. Ces valeurs-là influencent l'image de la structure qui doit trouver le bon équilibre et remettre sans cesse en question l'écart entre l'image qu'elle souhaite donner et l'image qui est reçue.
Sur ce, nous vous remercions pour votre intérêt et nous vous souhaitons de passer une agréable journée pendant cette campagne. Pour faire suite à cette enquête, nous avons vu que l'image au-delà du visuel pouvait se cacher dans l'illusion, même dans des Rubik's Cube. Nous allons maintenant nous intéresser à la chercher à travers le son. La réflexion autour de la sémiotique et des différents éléments qui composent une œuvre, quelle qu'elle soit, est primordiale lorsqu'on la conçoit. En l'occurrence, nous allons parler de vidéo. Un fond sonore, c'est quoi? Une ambiance, des bruitages, de la musique. Autant d'éléments dont le créateur dispose, comme un peintre disposerait de pinceaux pour faire son tableau. Pour illustrer ce propos, nous avons préparé une expérience audiovisuelle, une bande-annonce, un seul montage visuel, deux fictions, et une seule réalité, celle que vous choisirez. Si on essaye de faire une sorte de comparaison entre la langue que nous parlons et la langue des images, on serait tenté de dire, eh bien, l'objet, c'est un mot, et puis quand on met plusieurs mots ou plusieurs objets ensemble, ça fait une phrase. C'est pas exactement ça qui se passe. L'image peut toujours, au fond, avoir plusieurs sens. Elle est, comme on dit en linguistique, elle est polysémique. L'image ne s'explique pas, elle se présente à moi pour m'attirer à elle. Les images permettront d'être celui qu'on attend être une image. Five, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Dans la nature, la pensée se réduit à un calcul. Il y a pas mal de scientifiques de grand talent qui veulent nous avertir du danger de l'IA et nous dit que les machines sont capables de faire tous les calculs. C'est une menace pire que la Corée du Nord. La perfection de l'homme va permettre d'aller jusqu'à fabriquer des choses extraordinaires qui vont ensuite peut-être une œuvre de l'homme qui va se retourner contre l'homme. L'intelligence artificielle est dangereuse. Il faut dire que la singularité technologique, c'est un peu comme la religion. Vous allez tous mourir ici. Un certain nombre de scientifiques extrêmement connus nous ont déclaré, il y a quelques années, et continuent à le faire, peut-être qu'on pourrait essayer de généraliser ça et d'introduire des disques durs dans le cerveau. Nous sommes heureux de pouvoir vous dire que nous avons franchi le pas de la singularité. Il y a quelque chose qui déconne. On ne contrôle plus. Les satellites montrent qu'il reste 4472 humains en vie à la surface de la Terre. Ils cesseront d'exister dans les prochaines 48 heures. Un seul montage visuel et pourtant deux scénarios bien distincts. Lequel préférez-vous? Je vous laisse le choix. Merci. Afin de clôturer ce compte-rendu d'enquête, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à tous les étudiants qui ont présenté ça. Et sans plus tarder, nous allons passer à la table ronde qui aujourd'hui sera un bureau carré. Je vais donc appeler Sophie Valiès qui va animer cette table ronde et qui va aussi présenter tous les intervenants. Du coup, tous les intervenants qui prennent part à cette table ronde, je vous demande de nous rejoindre juste ici afin de continuer. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Sophie Valiès pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'occupe depuis effectivement quelques années maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais quelques années maintenant de la journée hors cours. Et effectivement, comme disait Sidonie, c'est toujours
quelque chose, un moment un petit peu émouvant parce que c'est une transition, parce que c'est la concrétisation d'un très long travail. Donc je remercie tous les étudiants pour cette très belle enquête qu'ils nous ont présentée.